Voilà. Bonjour. On va essayer de faire un parcours assez rapide pour expliquer un petit peu la situation actuelle et comment des gens extérieurs peuvent nous aider, vous entre autres, peuvent nous aider à progresser sur Chamilo 2. Alors, tout d'abord, c'est important de comprendre que on espère publier une version alpha dans les prochains jours, et puis une bêta plus ou moins vers la fin février. Ce sera plutôt début mars à mon avis, vu qu'on a du retard pour l'alpha. Et puis, si tout va bien, ce qui est fort peu probable pour être honnête, à une version stable vers fin mars, début avril. Euh, nous sommes liés donc par rapport à différents projets à effectivement livrer quelque chose de fonctionnel pour le mois d'avril. Et donc on a, je veux dire, notre équipe en tout cas des certains délais à respecter. Et donc on avance le plus vite possible sur ce chemin-là. Pour ordonner les différentes tâches qui sont à réaliser pour Chamilo 2, on a créé des projets. Donc si on va sur GitHub, on va sur l'onglet projet. Et sur l'onglet projet, on va retrouver, si on met un filtre sur V2, simplement, on va retrouver trois projets. Core and Critical, qui est le premier, en fait, je ne sais pas si on peut les réordonner, mais qui est le premier à terminer. En fait, une fois que les tâches de Core and Critical sont terminées, on peut publier l'alpha, en gros. Il en reste en fait maintenant, donc si on regarde, il y en a 10 qui sont plus ou moins terminés. On les a marqués en progrès, mais a priori ils sont plus ou moins terminés. Quand il y a un petit tag comme ça qui dit requires testing validation, ça veut dire qu'en fait, a priori, elles sont terminées. Il faut juste que quelqu'un le valide. Et la personne qui doit le valider, normalement, est la personne qui est indiquée ici en haut. Donc on a 4 personnes essentiellement qui travaillent sur ce projet. Moi, Angel, Nicolas et Christian qui a pas de photo mais il a un petit voilà ici on travaille tous là-dessus, on comprend tous l'anglais, pas tous le français, donc si vous êtes à changer, c'est soit en espagnol soit en anglais. Euh, ou alors en français on traduira quoi, mais donc les tâches qui sont in progress sont les tâches qui a priori si elles ont le requires testing validation n'ont plus que quelques petites validations à faire avant d'être approuvées. Par contre il y en a certaines qui sont en progrès parce qu'on a déjà commencé à travailler dessus, mais elles sont pas encore marquées en requires testing et du coup il reste encore une étape avant de pouvoir tester et valider. La raison pour laquelle d'habitude une tâche est en requires testing validation, c'est parce que simplement on a soit pas eu le temps jusqu'à ce moment dans le temps pour valider correctement la chose en question, soit parce qu'elle dépend d'une autre pour pouvoir faire la validation. Et donc on peut avoir des interdépendances entre ces tâches et qui font en sorte que on ne puisse pas facilement faire le test et donc pas l'approuver pour l'instant. Alors les tâches qui sont, donc tous les tags sont importants. Install upgrade, ça veut dire que c'est une tâche qui a quelque chose à voir avec le processus d'installation et de mise à jour depuis Chamilo 1. Et quand ça dit require structure database change, c'est pas forcément lié à la mise à jour, mais ça veut dire qu'en tout cas, il faut, enfin en général si, mais en tout cas, il faut qu'on ait une modification de la base de données. Et c'est généralement pour ça que on va avoir une modification pardon, de la structure de fichier ou de la base de données. Et c'est pour ça qu'on les met dans Core and Critical. Parce que avant de publier l'alpha, il faut qu'on soit arrivé à un stade de structure des fichiers et de la base de données qui soit fixe. C'est-à-dire qu'on ne veut plus rajouter de changement de base de données après avoir publié la dernière alpha. On n'est pas obligé de faire une seule alpha, mais une fois qu'on a fait une première alpha, ce qu'on va se focaliser, ce sur quoi on va se focaliser, c'est le fait que effectivement tout ce qui requiert un changement de base de données se retrouve déjà dans l'alpha elle-même. Et une chose que, à partir de ce moment-là, tous les développements qui se font pour préparer la bêta sont des développements qui n'ont plus besoin de modification de base de données, sauf exception. Et dans ce cas-là, on republie une alpha plutôt que de publier la bêta. Voilà, alors, dans les tâches à faire, donc moi je dirais a priori, les tâches qui sont actuellement dans la partie Core and Critical, il vaut peut-être mieux pas s'y attarder pour l'instant en tant
que nouveau contributeur, parce que ce sont des tâches sur lesquelles nous, on a déjà pas mal bossé, on sait déjà ce qu'on veut de façon détaillée, et il est possible que le niveau de complexité soit bien supérieur aux autres projets. D'accord? Donc ce qu'on va faire, nous, c'est regarder les autres. Et donc ici, on a Core and Critical, je dirais pas touche. Il y a un petit truc private, alors il faudra me dire si vous voyez ces projets-là ou pas, parce que si vous ne les voyez pas, bah, il faudra que je fasse quelque chose pour les rendre publics, quoi. Je sais pas pourquoi ça dit private. Alors après, on a les bugs et les features. Les bugs et les features, en fait, c'est on va d'abord faire les features dans le stade alpha, en fait. On va mettre ici, on va aller modifier ça. Hop. Hop, je sais pas si on peut. Ah, voilà, ici. Voilà, for alpha. Et comment est-ce qu'on sauve ça? Ah ben, on dirait qu'on sauve pas. Voilà, ok. On revient en arrière. C'est ça, ok. Hop, encore en arrière. Encore en arrière. Encore en arrière. Encore en arrière. Voilà. Alors, la seconde part, donc c'est features. Et donc ça va être pour pouvoir publier la bêta. Et là, vous êtes les bienvenus pour contribuer. C'est-à-dire que les choses qui sont dans la partie features, en général, sont moins complexes. Et c'est peut-être plus chouette aussi parce que c'est des nouvelles fonctionnalités. Il n'y en a pas énormément par rapport aux bugs. Enfin, il n'y en a pas énormément, il y en a 95 là. Par rapport aux bugs, mais c'est des trucs qui sont généralement encore assez petits ou qui ont, je veux dire, une complexité qui n'est pas énorme, quoi. Voilà, donc on va repasser là-dessus dans une seconde. Je vais vite aller voir le dernier. Donc le Chamilo V2 Bugs, ça c'est particulier parce qu'en fait, euh, techniquement, c'est des bugs qui ont été rapportés sur Chamilo 1. Et donc ils n'existent pas forcément sur Chamilo 2. Ça c'est un premier truc. Et donc s'ils n'existent pas, ça veut dire qu'il n'y a rien à faire, sauf qu'il faut les valider. Donc ici par exemple, il y en a un qui est en Require Testing Validation, si on peut le bouger ici. Voilà. Donc on voit qu'il y a 33 bugs et 6 trucs, enfin 33 qui sont encore à faire et 6 qui sont a priori déjà finis. Voilà, on va mettre ça aussi. Si chaque fois que c'est en requires testing, ça peut aller dans in progress, quoi. Ici il y en a aussi. Hop. Voilà, sachant que c'est pas forcément tout à fait fini, mais c'est en tout cas il y a un bon niveau de progrès là-dedans. Voilà. Et il y a des tâches sur lesquelles on a bossé qui ne sont pas vraiment dans Core and Critical. Donc on a déjà avancé, comme on le voit ici. 28 qui sont déjà réglés, 11 qui sont en progrès et 28 qui sont encore à faire. Mais sur lesquels on a bossé parce qu'on doit montrer à un utilisateur ou enfin, un client que la fonctionnalité fonctionne déjà dans Jamilo 2, quoi, pour le mettre à l'aise. Et donc ici c'est for stable. Voilà. Voilà, alors revenons sur les projets. Donc on a, si on se concentre sur les features, d'accord, on va aller regarder un petit peu ce qu'on a ici dans les différents projets. Donc les trucs in progress, je dirais pas toucher parce que il y a déjà quelqu'un qui s'y est intéressé, donc a priori ça va faire un peu redondant si on commence à y regarder de nouveau. Par contre ici dans Features, on va voir ici Apply Recalculate Score to Learning Path Item to Learning Item View 2. Ça veut dire que ça, c'est une tâche pour le numéro de la tâche. Nous, on est plus ou moins dans les 4-5 000, je crois, maintenant, dans les numéros de tâche. Je suis pas très sûr. 3 000 en tout cas ici. Pour le numéro de tâche, c'est très certainement quelque chose qui a été rapporté pour Chamilo 1 et qu'on a après classé pour le faire dans Chamilo 2. Donc on peut simplement ouvrir la tâche, voir, et à mon avis, celui-ci, c'est pas mal. C'est juste dire que, si je ne m'abuse, il faut un peu lire la description, mais en gros, ça veut dire que il y a une option dans Chamilo 1 pour recalculer le score d'un exercice si on a modifié les questions. D'accord. Si on a modifié
Par exemple, on s'est trompé dans l'édition d'une question, on a mis que la réponse correcte, c'était la 3, et en fait, après, on s'est rendu compte que non, c'était la 2. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on corrige l'exercice, et puis après, on retourne dans la liste des résultats, et dans la liste des résultats, on dit recalculer, en fait, les résultats. Parce que du coup, si l'utilisateur avait marqué la 2, qui est en fait la correcte, il aurait dû avoir des points, et il n'en a pas eu, quoi. Parce qu'il a marqué, parce que nous, on avait marqué que c'était la 3 qui était correcte. D'accord? Donc ici, ce qu'il dit le gars, c'est que ce script exercise recalculate, c'est très bien, mais il faudrait aussi qu'il puisse recalculer. Enfin, il faudrait aussi qu'on ait une interface ou qu'on applique directement ça dans la table LPItemView, qui est là où on garde en fait les résultats des exercices dans un parcours d'apprentissage. Donc si on va là-dedans, apparemment, d'après ce qu'il dit, ça ne met pas à jour le résultat de ce côté-là. Et donc ça, c'est relativement facile à faire. D'ailleurs, je vais mettre ici good first contrib. C'est un tag qu'on met pour dire bah, ça n'a pas l'air super dur à faire. Donc on recommande que si on commence à s'habituer au code de Chamilo 2, bah, c'est une bonne idée de commencer par là, quoi. Voilà. Alors, plus de types de questions dans QTI, explorer plus de types de questions. Alors ça, c'est possible que au final, on abandonne cette tâche-là parce que bah, on a des délais à respecter, on n'a pas forcément le temps pour aller revoir tout ça. Mais en tout cas, ici, donc on voit, il y a tout un détail sur le type de questions, etc. Il y a des trucs qui sont en espagnol, désolé. Euh, et les portails qu'il a indiqués n'existent plus, donc faut voir si les zips qu'il a uploadés au départ peuvent servir. Mais en tout cas, ici, il y a une question qui est que dans le format QTI qu'on permet d'importer, on ne supporte pas toutes les questions, tous les types de questions qui sont supportés par QTI. Voilà, ça va. Donc ça, c'est à voir. Peut-être que ouais, QTI, c'est du XML, hein, à ma connaissance. Ça veut dire que techniquement, bah, il faudrait analyser avec la norme QTI 2, aller voir ce qu'on fait actuellement dans le code de Chamilo par rapport à l'import QTI. Ça se trouve dans les exercices, hein, c'est un type de format d'exercice. Il faudrait aller voir là-dedans ce qu'on peut faire. Alors, voilà. Je ne vais pas revoir toutes les questions, mais je voulais quand même repasser sur la logique en général de ce truc-là. Et donc ici, il y a 95 tâches qui peuvent être toutes... Enfin, on accepte volontiers des contributions à ce niveau-là, quoi. On voit ici, donc il y a des petits trucs qui disent Required DB Change. Donc ça, c'est important parce que euh, techniquement, ça peut affecter justement la publication de l'alpha, quoi. Donc il faudrait, une fois qu'on aura clôturé les tâches qui sont encore incritical, on va aller se plonger un peu plus dans features et on va regarder, tiens, cette tâche-là, est-ce qu'il y a vraiment besoin encore maintenant d'une modification de base de données ou est-ce que ces modifications de base de données ont déjà été faites et qu'il suffit maintenant de développer le code qui va avec. C'est tout à fait possible, hein. Du coup, euh, on a peut-être mis déjà des changements de base de données programmés dans la mise à jour et dans l'installation. Et du coup, bah, il suffit maintenant d'implémenter ça. Et c'est pour ça qu'on peut quand même se permettre de l'avoir dans Features, parce qu'au final, on a quand même ce qu'il faut pour le développer. Donc ici, par exemple, on a mis Grenoble quand c'était vous qui l'aviez reporté. Voilà, il y a des trucs, bah, justement, vous pouvez peut-être faire cela en premier. Euh, voilà. Alors, quand je parle donc de modification de base de données, on va revenir ici. Voilà. Alors, il faut savoir que dans Chamilo 2, tout ce qui va dans la base de données vient d'entités déclarées dans SRC. Alors, c'est Chamilo, c'est Core Bundle ou Course Bundle. LTI Bundle, il n'y a presque rien là-dedans. Mais donc, dans Core Bundle et dans. Oups, pardon. Dans Core Bundle, on va retrouver un répertoire qui s'appelle Entity. Si on va dans Entity, on va voir ici toutes les entités. Et les entités sont liées au travers de doctrines au format de la base, enfin, la structure de base de données dont on va avoir besoin. Et donc on va retrouver ici dans les commentaires, donc ça c'est la nouvelle syntaxe pour doctrine, il faut bien faire attention, c'est plus les trucs avec des arrobas devant, etc. Tous ces trucs-là indiquent en fait sous forme de quel nom de champ, dans quelle table ça va se retrouver.
Et donc ici, je sais pas si je... Ouais, je suis dans Abstract Resource, évidemment, ça c'est le mauvais exemple. Voilà, Access URL, c'est bien. Hop. Donc dans Access URL, on va retrouver à partir du moment où on commence la classe, enfin de fait avant, ORM Table, on va voir c'est la table Access URL. Donc quand on installe Chamilo, il va avoir scanné en fait avant la structure de toutes les entités qu'on a déclarées dans Core Bundle et Course Bundle. Et il va dire, ah ben voilà, il faut au moins que je crée une table Access URL. Et qu'est-ce qu'il y a dans ma table? Il y a une colonne qui s'appelle ID qui est de type entier. Et il y a des trucs, enfin, generated value, c'est encore d'autres trucs. Mais bon, a priori, il n'y a pas énormément de tables à créer encore maintenant dans le système. Donc, one to many, donc ça veut dire qu'il y a une liste de cours. C'est une collection, une liste de cours. Et c'est lié à cet access URL par le champ URL dans la table correspondante. Donc ici, on voit access URL role course et on a en fait le nom de la table qui correspond à cette relation. Et donc si on va plus tard chercher la classe access URL to role course, on va trouver dans la classe access URL role course que il a une table qui s'appelle access URL role course, et il a un ID, et il a notamment un URL ou URL ID, ici ça a l'air d'être URL tout court, et cette URL, de l'autre côté, indique la relation que l'URL a avec cette table-ci de Access URL. Mais donc ici, c'est particulier parce que Access URL, en fait, n'a que un ID et... On est un peu plus loin. Tout ce qui est mapped by n'importe pas, en fait. Parce que c'est des trucs qui sont dans la table liée. Par contre, un peu plus tard, on va retrouver, par exemple, parent. Ça, c'est plutôt un lien vers la même table. Triparent, il y a des règles pour ça. Et ici, donc, on va retrouver le tree left. Je ne sais pas si ça fait partie de Access URL directement ou pas. Tree route. Je cherche des trucs un peu plus. Voilà, column name description. Donc, on va retrouver une description, enfin, une URL, pardon, ici. Une description, un champ active, un champ created by, un champ TMS, donc timestamp. Un champ URL type, un champ limit course, ce qui est une quantité de cours à laquelle on limite chaque URL. Limit active course, limit sessions, limit user, limit teachers, limit disk space, email. Ça, je sais pas très bien si c'est. Ouais, ok. Il y a un email, je sais pas pourquoi. Et donc, une fois qu'on a vu cette structure ou que PHP voit cette structure, il va automatiquement créer la table correspondante dans la base de données de Chamilo. D'accord? Donc ça fonctionne très bien pour la création, mais il faut bien penser que si on migre un système Chamilo vers Chamilo 1.11 vers Chamilo 2, là on passe pas par cette création de structure, c'est-à-dire que on récupère un système existant, il faut que le système final corresponde à la structure ici, qui est définie dans les classes des entités. Mais pour ça, en fait, on a besoin de faire un processus particulier. Et ça se retrouve donc dans SRC Core Bundle. Il y a un répertoire qui s'appelle migration, au pluriel. Et dans migration, on va retrouver schéma V200, donc c'est le V200. Hein, et alors dans V200, on va retrouver version 20, donc ça c'est le gros truc de base. Là, on va retrouver plein de trucs, de alter table, update, machin, etc. Et puis après, on retrouve une migration ça s'appelle comme ça, par date. Donc si on va créer, je vais aller tout à la fin, on va voir qu'il y a quelques jours, on a créé donc le 30 du 1, on a créé une nouvelle migration. Et dans cette nouvelle migration, ou alors on l'a modifié légèrement, mais dans cette nouvelle migration, on va voir que en fait, on va chercher le champ image CID de la table template et en fait on convertit ça pour que la table template ait en fait un image ID et pas un image. Donc c'est un petit peu chaud comme migration celle-là, c'est pas juste une petite conversion de champ. Donc si on installe une nouvelle plateforme Chamilo, on aura d'office dans notre table template un champ qui s'appelle image ID, d'accord. Par contre, si on migre de Chamilo 1 à Chamilo 2, on aura en fait dans la table template qui existe déjà un champ qui s'appelle image. Et image n'est pas un identificateur d'image qui est dans une autre table. C'est une URL, un chemin pour arriver à un fichier sur le disque.
Et nous, ce qu'on veut faire dans le passage à Chamilo 2, c'est mettre proprement cette URL dans une table qui s'appelle image, quoi. Et donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller scanner la table template, voir les images qui sont là, et aller les transférer. Donc on va créer new uploaded file, new asset. Voilà, on va créer un asset. Et cet asset, on va lui donner un titre et on va lui mettre le path d'une image, un truc comme ça. Persist et flush, donc ça c'est les commandes visuelles pour. Donc persist, ça permet. Donc Doctrine va faire un truc intermédiaire, hein. Donc si on fait les URL, enfin on appelle les set catégories, set title, set file, ça s'appelle de méthodes sur un objet asset dont on a défini une entité asset quelque part. Voilà, dans Chameleon Core Bundle, Entity Asset. Là-dedans, on a défini l'entité avec la structure de la table entité, de la table asset, etc., qui existe déjà. Dans ce cas-ci, on n'est plus obligé de créer la table asset, on l'a déjà fait dans une migration antérieure. Mais cette table asset, elle est plus ou moins vide. Et nous, ce qu'on fait au moment de la migration, c'est qu'on dit, bah, on veut changer cette image, on veut la passer de c'était quoi la table ici? De template, on veut la passer dans asset, et puis on veut faire dans template un lien qui s'appelle ImageID vers ce nouvel asset. D'accord? Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on dit simplement, je crée un asset vide, je dis que c'est un template, ok, je sais pas pourquoi il y a une constante pour ça, mais ok. Je lui donne un nom, je lui donne un fichier, et je fais persist pour stocker cette information-là dans la mémoire à exécuter de Doctrine. Et puis le flush, en fait, va écrire ça dans la base de données. Et donc le persist, attention, n'écrit rien dans la base de données, c'est le flush qui le fait. Le persist, en fait, il écrit dans un objet, dans une structure intermédiaire en mémoire, qui va nous permettre, par exemple, de créer plusieurs objets interdépendants. Enfin, il va comprendre leur structure liée, etc. Et puis, quand je fais flush, il va créer un à un les objets que j'ai mis dans la mémoire de création. Donc voilà, il faut s'y habituer. Ça, si vous êtes habitué à ça, il n'y a aucun souci. Euh, Par contre, après, donc on dit, ben, on a un template. Donc le template, comment est-ce qu'on fait pour le récupérer? On a le EM, c'est pour Entity Manager. Et le EM est présent plus ou moins partout. Sinon, il faut l'appeler en disant Doctrine Get Manager. Et le doctrine lui-même, il faut l'appeler en disant container get doctrine. Le container lui-même, il faut l'appeler en disant this container. Et parce que l'objet actuel est une extension de abstract migration Chamilo, il peut trouver automatiquement enfin 10 à cette méthode getContainer. Du coup, il retrouve le container. Le container en fait getKernel, ça c'est pas tellement important, c'est pour avoir le path après. Dans notre cas, c'est important parce qu'on doit transformer les images, mais euh, en général, on le retrouve peu en fait celui-là parce qu'on a peu de chemin d'image à traiter. Euh, et puis donc on appelle on appelle doctrine du container, on récupère doctrine. Doctrine, on lui demande get manager, ça nous donne un entity manager. Donc si on clique ici, je sais pas très bien, voilà, il nous dit qu'il nous renvoie un objet de type entity manager. Et ça se stocke dans $EM. Et c'est $EM qui va servir par la suite pour faire et persist et les flush. Donc quand on voit persist, qu'est-ce qu'on fait? On fait un persist de l'objet qu'on vient de créer ici. Et on attend qu'il y ait un flush pour l'écrire dans la base de données. La même chose ici, get repository. Alors donc les entités, je sais pas de nouveau, je sais pas si vous êtes super familiarisé avec ça, mais les classes, les entités qu'on a déclarées représentent chaque fois une entité, un objet. Donc si c'est un asset ou un cours ou un exercice ou un truc comme ça. Mais quand on veut récupérer ou faire des opérations sur des listes d'exercices, ben on va faire appel à un repository. Donc le repository, c'est juste une liste d'objets. Et ce qu'on fait généralement, c'est qu'on dit il y a un repository ou une classe repository par type d'objet. Et donc ici, on lui dit bah, va récupérer templates, donc c'est une classe abstraite ou statique. On va dire bah, récupère la valeur classe que tu trouves dans cette classe, la valeur, oui, l'attribut classe que tu retrouves dans cette classe templates. Et c'est ça que tu cherches en fait. Donc tu veux le repository des templates. Et puis dans le repository des templates, tu vas faire, donc on met les trucs en chaîne, hein,
tu vas faire un find, tu vas trouver le template qui a l'ID autant. Et comment on sait l'ID d'où il vient? Bah, il était là. C'est l'ID qu'on avait récupéré depuis la table template au départ. Donc on récupère le même template. On a un objet qui est formé en mémoire à partir des données qu'on a trouvées dans la base de données. Et à cet objet, on va faire un set image de asset. Donc on va changer en fait le, la façon de fonctionner et on va dire il nous faut un image ID au lieu d'une URL d'image et c'est comme ça qu'on le fait. D'accord. Donc cette image, on peut retrouver la méthode dans la classe, enfin dans l'entité template. Si on va voir cette image, on va trouver comment il est défini et ce qu'il fait exactement. Et puis on fait juste un persist de template, donc de l'objet. Donc on appelle entity manager, persist. Entity manager, on peut le voir comme l'objet de connexion à la base de données, quoi. En gros, c'est pas tout à fait ça, mais c'est un proche similaire pour l'interprétation qu'on doit en avoir pour l'instant. Donc faire persist de l'objet template qu'on a créé ici et qu'on a récupéré à partir des données de la base de données. En fait, ça, ce que ça fait, c'est un update en prenant en compte qu'on a changé l'image, on a changé quelque chose par rapport à l'image. D'accord. Donc ça, c'est une migration. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, alors ici, elle n'est pas complète, c'est-à-dire qu'une migration, normalement, doit avoir un up et un down. Okay, donc on va aller rechercher une autre qui puisse potentiellement avoir un up et un down. Donc ça, c'est pas complet, c'est pas bon, c'est pas bien, mais c'est assez acceptable parce que faire le down, en fait, est super complexe dans ce cas-ci pour des conversions de chemin de fichiers, etc. Parce qu'en attendant, on a bougé le fichier, donc retrouver le fichier dans l'autre sens, enfin, ça prend beaucoup de temps pour revenir en arrière. Je regarde vite hein, si on a un down ici. Ouais, ici on a un down qui est vide, donc c'est pas bon non plus. Il faut trouver un truc qui est relativement simple pour arriver à retrouver le down. Voilà, ici. Ça, c'est super simple comme migration. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans migration? Ben, en fait, si on veut faire une nouvelle migration, on copie simplement un fichier de migration qui est relativement simple, comme celui-ci. Et quand on va le copier, si on utilise un IDE qui comprend ça, il va nous proposer directement de mettre une nouvelle date ici, qui est la date du jour. Enfin, bref, il suffit de mettre ici 2024 01 19, c'était le 19 janvier, et puis plus ou moins l'heure. C'est pas très grave, parce que nous, on devrait utiliser l'heure UTC, mais comme on a des développeurs qui sont au Pérou et des développeurs, enfin nous qui sommes en Europe, on met n'importe quelle heure, du moment que ça ne crée pas de conflit. Il faut voir après si le fait qu'on ait mis 17 heures et qu'après, juste après, un gars au Pérou met 14 heures, et que celle qu'on a mis ici de 17 heures est nécessaire d'être avant celle de 14 heures, qui est marquée comme 14 heures, ça va créer un problème de dépendance. Mais bon, normalement, ça n'arrive pas, il n'y a pas trop de soucis à se faire. C'est mieux de mettre l'heure en UTC, quoi. Donc voilà, il suffit de modifier ce nom de fichier, le nom du fichier lui-même et le nom de la classe doivent être les mêmes. Ça, c'est pour respecter PSR, PHP standard, je sais pas quoi. Et puis, on a une petite fonction description, petite méthode, pardon, description qui va renvoyer un message. Et ce message-là va être affiché dans les logs au cours de l'installation. Donc, on saura à quelle étape on est arrivé grâce au petit message qui est là et on aura une idée de ce qu'il est en train de faire, quoi. Donc, si on est en train justement de faire un truc qui est super laborieux au niveau de la migration, bah, on saura qu'il vient de commencer un truc laborieux, donc il faut attendre un petit peu avant d'avoir des résultats, quoi. Voilà. En particulier, si c'est un truc qui va sur la table de documents, qui bouge plein de trucs, etc., bah, ça va prendre du temps, quoi. La table documents, la table message, la table CITEM property dans Chamilo 1.11 qui n'existe plus dans Chamilo 2, ou alors elle existe encore, mais elle est vouée à être éliminée. Euh, Voilà, c'est juste une petite description. Et puis on a un up et un down. Alors c'est toujours la même chose, on met schéma, même si on n'utilise pas le schéma, void void, et puis après on dit 10 flèche add SQL pour exécuter un truc SQL. Et donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On dit alter table tracky download, on va changer la table tracky download, change colon down doc path, on la change en varchar 255 défaut nul. Je sais pas, voilà. Et avant, en fait, dans le sens inverse, si on va faire le down, donc si on veut revenir en arrière par rapport à ce changement-là,
ben, en fait, on retourne à note nulle. Donc avant, ce down doc path devait être note nulle, et maintenant on permet qu'il soit nul. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de Tracky Download, en fait, maintenant on fait autre chose, on pointe vers un truc qui s'appelle ressources, enfin bon, c'est un peu compliqué, mais en gros, ça veut dire qu'on a le truc qu'on va faire pour la migration de 1.11 à 2.0, c'est ça. Et si jamais ça fonctionne pas et si jamais ça pose problème, on peut revenir en arrière en exécutant l'opération inverse. D'accord? Alors comme vous avez vu, il y a des trucs où il n'y a pas de down, du coup, bah forcément, ce truc de revenir en arrière va pas marcher de façon absolue. Mais l'idée, c'est que ça peut être affiné par la suite. Ça, par exemple, avant la stable ou quoi, on peut repasser dessus et essayer d'affiner les migrations. Et si ça n'est pas le cas, c'est pas très grave, parce qu'en général, on demande aux gens de prendre un backup avant de faire leur migration. Si la migration cafouille, ils récupèrent le backup et ils refont la migration une fois qu'il y a des corrections qui sont apportées. Voilà. Alors, euh, ça c'est au niveau de la structure des entités pour la structure de base de données. Alors, dans la structure de base de données, il y a des changements qui sont assez importants pour pour Chamilo 2. Je ne sais pas très bien comment les détailler parce il y en a beaucoup, mais ils ne sont pas tous importants. Et donc, ce qu'on va faire, c'est peut-être parler des trucs qui sont les plus notoires. Et dans les trucs les plus notoires, bah, notamment le truc de Image ID, donc le fait qu'on essaye d'éviter dans les différentes tables de garder des références à des fichiers. Et ce qu'on fait, c'est qu'on bouge tous ces fichiers dans un truc qui s'appelle Asset. Alors on fait une distinction dans le chapitre 2 entre un truc qui s'appelle Asset et un truc qui s'appelle Resource. Alors, c'est quoi la différence? Bah, Asset, en fait, on considère par défaut que une ressource aussi, mais une ressource qui est un asset est en fait un truc public. C'est-à-dire que c'est un fichier qui est a priori euh, pas super important à valider au niveau des permissions d'accès. Et ça n'est pas forcément non plus lié à un cours en particulier. C'est un petit peu une ressource libre qui n'est pas très complexe et du coup, on voudrait faire une gestion de ces assets qui est simplifiée. Alors on va le retrouver ça. Bah, ici, je ne peux pas le montrer parce que je vais peut-être le montrer dans une fenêtre de navigateur de fichiers. Voilà, donc ça vous retrouverez de toute façon dans ouais, comme ça peut-être. Voilà, donc ça c'est un répertoire de Chamilo installé. Et on va retrouver un répertoire qui s'appelle Assets. Et dans ce répertoire qui s'appelle Assets, on va retrouver différents trucs, notamment des CSS, des JavaScript, les pages de thèmes en Vue, etc. Et les traductions pour la partie Vue. D'accord? Donc ça c'est Assets. Et techniquement, un fichier qui est un asset peut aller se placer quelque part dans Asset. Ce n'est pas le cas pour tous à ma connaissance, mais ce qui fait un petit peu reflet de Asset, c'est var. Et dans var, on va retrouver par contre toutes les ressources. Et qu'est-ce qu'on retrouve comme ressources? Ben, on retrouve les cours, on retrouve les images des utilisateurs, etc. Et en fait, ces trucs-là, et les traductions, et les templates, le log, ça sert pas à grand-chose en général. Je sais pas si on a quelques petits trucs là, mais c'est plus un répertoire de travail, quoi, qui sert pas à Chamilo, c'est juste pour que Symfony puisse loguer des trucs et qu'on puisse faire du debug après. Cache, c'est toute la partie cache qu'on avait déjà dans Chamilo, dans app cache, d'accord? En fait, var, c'est un petit peu l'app de Chamilo, sauf que maintenant, en fait, tout ce qui est voilà, ici on retrouve Assets et ressources. Tout ce qui est upload, donc notamment au niveau des cours, etc., les fichiers dans les cours, on les retrouve en fait dans Upload Resources. Et puis on va retrouver trois répertoires, trois niveaux de répertoire qui sont en fait les trois premières lettres du nom du fichier. D'accord? Donc on retrouve cette séparation en trois sous-répertoires. Pourquoi? Parce que c'est notre façon de répartir la charge sur un système de fichiers en évitant qu'il y ait trop de fichiers dans un même répertoire. Et donc toutes ces ressources vont se retrouver en fait dans une table qui s'appelle ressources node. Et cette table définit en fait quelles sont les ressources, comment elles sont liées entre elles, etc. Enfin, non, comment elles sont liées entre elles, c'est une autre table qui s'appelle ressources link. Mais en général, ce qu'on va trouver dans ressources, c'est
la ressource en particulier, donc un fichier, par exemple. Il y a aussi, je pense, une table resource file, donc c'est plus, si c'est un fichier, effectivement, on a en plus de ça une entrée dans la table resource file. Et le resource, c'est un petit peu le CITEM property de Chameleon, mais juste comme catalogue de ressources. C'est-à-dire qu'on ne va pas trouver là-dedans beaucoup d'informations comme on trouvait dans CITEM property concernant la visibilité d'un objet, dans quel cours il a été créé, des trucs comme ça. Ici, en fait, si on crée un document dans un cours, il va venir le placer dans ce répertoire ressources avec les 3 premières lettres du nom du fichier, mais euh, au niveau de savoir s'il est dans ce cours-là ou pas, en fait, il faudra aller chercher dans la table Resource Node et Resource Link. Alors, Resource Node, ça contient quoi? Ça contient des infos sur le fichier lui-même ou la ressource elle-même et un parent. D'accord? Et c'est important à comprendre aussi dans Chameleon 2, c'est que a priori, tout est une ressource et a priori, tout a un parent. D'accord? Sauf le portail Chamilo installé initialement. Donc si on n'utilise pas les access URL, le portail lui-même est un truc qui n'a pas de parent. C'est le parent de tous. Enfin, c'est le parent ou le grand-parent ou l'arrière-grand-parent, etc. Mais donc on va retrouver dans la table ressource node un champ parent ID qui est à nul pour la plateforme qu'on a installée initialement. Et puis si on crée sur cette plateforme un cours, le cours va avoir comme parent la plateforme. Donc l'URL, quoi, si on veut, de ce truc-là. Si on crée une sous-URL, la sous-URL va avoir comme parent la première URL. Si on crée une session, la session va avoir comme parent l'URL ou la plateforme elle-même. D'accord? Donc on a cet arbre hiérarchique qui est très important maintenant dans Chamilo 2. Et en dehors de ça, si on veut rendre disponible un document dans un cours, par exemple, malgré que son parent soit le cours, etc., l'association avec le parent à ce niveau-là, c'est plus pour savoir où il a été créé initialement. Par contre, on peut par la suite créer des liens avec les cours. Et donc ça, on va le retrouver dans la table Resource Link. Et Resource Link, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un ID de ressources, et puis elle a un ID de cours, un ID de session, un ID de groupe, et grâce à ça, on saura à quel cours appartient cette ressource et comment aller la retrouver, savoir si elle est visible dans ce cours-là ou pas. Donc quand on va montrer typiquement la liste des documents dans un cours, ici, voilà. Ah oui, bah, il charge beaucoup parce que là ça fait longtemps que j'ai pu charger, mais en gros, ouais, c'est la première fois qu'on charge, ça prend pas mal de temps. Donc si on va dans un cours et qu'on va voir la liste des documents, la façon dont ça fonctionne maintenant dans Chamilo, c'est que il va nous montrer l'interface et puis l'interface elle-même, le tableau de documents, il va faire un appel à un micro web service qui va lui répondre la liste des documents qu'on doit montrer à ce niveau-là en JSON. Et donc ce micro web service va aller chercher les infos dans le course repository. D'accord? Et là, il va filtrer, il va dire, ah bah, les, donne-moi les documents qui sont dans ce cours-là. Et comment est-ce qu'il va faire ça? Bah, il va aller regarder dans Resource Link pour savoir quels sont les documents qui doivent être visibles dans ce cours-là. Et si on est dans un cours et une session, il va aller dans Resource Link pour voir les documents du cours de base, plus les documents qui vont dans cette session-là en particulier. D'accord? Donc ça, c'est la logique générale maintenant de Chamilo 2. C'est pour ça que c'est un petit peu plus complexe à conceptualiser. Ça implique pas mal de choses. Il faut s'habituer à ces différentes choses petit à petit. Et donc maintenant, je viens de parler de Vue et de l'interface avec les micro web services, etc. Ça, c'est pas du tout mon domaine de compétence. Donc il faudra, j'espère que vous connaissez un petit peu parce que moi, j'ai pas encore eu beaucoup de temps pour aller chercher là-dedans. C'est surtout Angel et Christiane qui se débrouillent par rapport à ça.
C'est le répertoire Asset, en fait, il contient Vue en général, enfin toutes les interfaces de Vue. Alors, je vais juste passer sur la liste des répertoires ici. Assets, donc c'est les trucs de Vue, enfin les trucs de l'interface, JavaScript, CSS, etc. On utilise Vue et on utilise Tailwind. Tailwind, c'est plus pour faire la gestion des CSS avec des... C'est un framework de gestion CSS, en fait, qui permet de définir des variables qui sont réutilisées un peu partout. Euh, en dehors de ça, donc Vue, c'est un mécanisme d'interface essentiellement développé en JavaScript. Et puis on utilise encore un truc qui se connecte au-dessus de Vue, qui s'appelle Prime View, qui est Prime comme Prime de Amazon Prime, euh, qui est en fait une façon de donner des modèles d'objets visuels à montrer à l'écran. D'accord. Donc par exemple, j'ai besoin un cadre de cours pour présenter mes fiches de cours dans ma plateforme. Ok, bah pour présenter ma fiche de cours dans la plateforme, j'aimerais bien avoir un truc qui me permet de mettre un titre, une description, une image et un nom de prof ou un truc comme ça. Bah, j'ai déjà une certaine quantité d'objets dans PrimeView que je peux réutiliser pour donner du style, mais pas seulement du style, parce que sinon on pourrait dire, ah bah, on a un framework CSS, on va utiliser plutôt ça, on va donner une classe CSS à notre div qui permet de savoir qu'il faut mettre tel et tel élément dedans et les présenter de cette façon-là. Donc PrimeView, en plus de ça, nous donne des processus pour la mise à jour de ce cadre, pour savoir, on peut définir combien de fois il va être rafraîchi par quantité de secondes, ou on peut définir qu'il se rattache à un autre élément dans l'écran, enfin sur la page qu'on a montré. On peut faire toute une série de processus par rapport à ça qui mêlent en fait JavaScript et CSS, quoi. Enfin, et HTML. Donc le Prime View, ça sert à ça. Alors, c'est important de savoir que dans Chamilo 2, on a voulu convertir tous les outils à Vue, mais on n'a pas eu le temps. Donc on a maintenant une série d'outils. Ça se voit rapidement quand on rentre dans les outils parce que le style est un peu cassé. Tout. Mais en gros, on n'a pas eu le temps, notamment, de passer des trucs comme le wiki à Vue, mais d'autres trucs aussi qui sont un peu plus utilisés que le wiki. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a une partie des outils de Chameleon qui sont encore ce qu'on appelle le code legacy, donc le code de Chameleon 1.11, où on a juste modifié, en gros, le breadcrumb, donc le menu de navigation horizontale, et les icônes qui sont utilisées. D'accord. Et on a essayé de s'en sortir en faisant ça, mais malheureusement, ça a une apparence qui n'est pas top top. Et donc, on espère pouvoir avoir le temps de faire plus de trucs en view dès qu'on peut. Mais pour l'instant, en tout cas, on n'arrivera pas à tout faire pour la release stable. Et c'est pour ça qu'il y a certains outils qui ont été migrés. Donc, on dit qu'ils ont été, les outils eux-mêmes ont été migrés. Comme documents, par exemple, parcours d'apprentissage. Les exercices n'ont pas été migrés parce que c'est super chaud comme code. Euh, il y a l'outil de travaux qui a été migré, mais en fait, il n'a pas été réimplémenté. Enfin, tout n'a pas été réimplémenté, donc il reste pas mal de choses à faire au niveau de l'outil travaux. Voilà. Donc, c'est important de savoir que il y a une série d'outils qui n'ont pas été implémentés. Alors si, donc je continue rapidement. Bin, c'est juste des trucs internes à Symfony, tout ça. Donc il y a notamment console là-dedans. Il y a toute une série de commandes qui se retrouvent dans le README de Chamilo ici. Euh, Tout à la fin, on va trouver des trucs. Voilà, PHP, bin console, force complete. Enfin, doctrine schéma update, ça veut dire met à jour le schéma de la base de données selon les dernières mises à jour qu'on a envoyées dans Git. Dans Git, on a envoyé de nouvelles migrations, par exemple, ou on a envoyé de nouvelles entités. Bah, il faut qu'on reflète ça dans notre base de données installée en tant que développeur de Chameleon. Pour ça, c'est important. Donc, quick update, retenez, ça se trouve dans le README et il faut faire ça tous les jours avant de commencer à bosser, quoi. Parce que si on a envoyé des modifications, il faut que vous les ayez parce que sinon vous allez développer dans notre truc qui est désuet et ben, ça va pas vous aider à travailler, quoi. Ça va générer des conflits après et tout. Le répertoire config donc, se retrouve à la racine maintenant. Et dans config, on va retrouver des trucs qui ont surtout à voir avec les routes, la configuration en fait de Symfony. Euh,
personnellement, j'ai presque jamais besoin d'y aller. Il y a juste service.yaml et route qui permettent en fait de configurer des chemins d'accès. En fait, c'est pour le contrôleur de Symfony. Bon, c'est plus dans. Je suis où là? Je suis dans service. C'est plus dans route. Donc, si jamais on crée un nouvel accès, genre API Authentication Token, tu vois, pour un nouveau web service, bah, il faut qu'on le déclare ici. D'accord. Donc, ici, on va déclarer. On a toute une série de. Ah non, c'est pas très long. Ok, mais il y en a d'autres qui se font de façon automatique, etc. Mais si jamais on a un truc qui sort un peu de l'ordinaire, généralement, on va le retrouver ici, quoi. Voilà. Mais bon, config en général, c'est pas super fréquent d'en avoir besoin. Et alors, après config, on a public. Public, en fait, c'est là qu'on retrouve le code legacy. Donc tout ce qui vient de Chamilo 1 et qu'on n'a pas encore converti se retrouve dans public. D'accord. Tout ce qui était dans Chamilo 1 et qu'on a converti se retrouve en fait sous forme de nouvelles déclarations d'entité dans SRC, Core Bundle ou Course Bundle. Euh, Par contre, pardon, et il se retrouve là au niveau de la structure interne, etc., et de tout le processing en PHP. Et au niveau view, se retrouve dans assets. D'accord. Donc quand on avait des trucs dans public, on va retrouver, en fait, c'est le main qu'on avait dans Chamilo 1. On retrouve main ici. D'accord. Donc, et les images, les icônes se retrouvent ici aussi. Donc dans main, on va retrouver tout le code habituel de Chamilo 1.11 avec chacun des outils. Et il y a des trucs qu'on doit encore retirer à là-dedans. Donc, ah mais non, ça va, document par exemple, il a déjà été retiré. Je sais pas si le nettoyage a été fait de façon complète, mais bon, en tout cas, il y a toute une série de choses là-dedans qui devront être migrées, mais il y a moins qu'avant, quoi. Avant, il y avait beaucoup plus de choses ici dedans. Et notamment dans public main, on retrouve le global.inc.php, qui est le truc qui chargeait absolument tout dans Jamilo 1.11. Maintenant, il charge beaucoup moins de choses. Euh, voilà, il y a vraiment ce double fonctionnement qui est un peu boiteux et on espère l'améliorer beaucoup dans les versions qui suivent. Donc on espère éliminer petit à petit public, quoi. Alors SRC, donc c'est les classes qu'on vient de voir, enfin les entités qu'on a vues, etc. Il n'y a pas que les entités, hein, donc dans Core Bundle. Donc ça c'est vraiment la structure typique de Symfony. On a des bundles et les bundles déclarent des entités, mais ils déclarent aussi des event listeners, des filtres, des formulaires, des frameworks, enfin des migrations, etc., etc. Qu'est-ce qui est important à savoir ici? Les data fixtures, ça c'est si on a des trucs, des entités qui nous ont servi pour créer des tables, mais qu'on veut déjà créer des premiers enregistrements dans les tables. Et donc là-dedans, on va retrouver par table, on va retrouver, ah bah tiens, on voudrait bien pré-créer quelques enregistrements dans ces tables-là. Donc par exemple, dans Extra Field Fixtures, on va retrouver qu'il y a déjà directement des extra fields legal accept, already logged in, update type, tags, qui sont les trucs qu'on retrouvait dans Chamilo 1. Et qui d'une façon ou d'une autre, il faut les créer pour que la structure de démarrage de Chamilo 2 soit euh, équipée des informations suffisantes pour pouvoir avoir la même chose si on installe Chamilo 2 que si on migre Chamilo 1 à Chamilo 2. Les données qui sont dedans de base, tout ce qui était déjà préinstallé dans Chamilo 1 doit être préinstallé dans Chamilo 2 et ça c'est les data fixtures qu'on trouve. Alors, il y a plein de trucs que moi je connais pas encore super bien dans Symfony. Les entités, donc c'est ce qu'on a vu, c'est ce qui définit chacun des objets, enfin chacune des tables et la gestion des objets qui se fait dedans pour savoir qu'est-ce qui se passe si on met à jour telle propriété d'un objet, etc. C'est pas forcément juste updater le champ de la base de la table correspondante. Parfois, ça a des implications additionnelles. Par contre, si on veut, par exemple, effacer un élément et que cet élément, par exemple, on voudrait effacer un exercice et cet exercice contient des questions, on voudrait peut-être aussi effacer les questions de l'exercice et peut-être aussi effacer le suivi des utilisateurs qui ont passé cet exercice auparavant. Ça va plutôt se trouver dans le event listener, qui sont des façons de dire on va écouter ce qui se passe quand on efface un cours, par exemple.
D'accord? Donc ici, quand on efface un cours, qu'est-ce qui se passe? Bah, enfin, je dis peut-être de bêtises, hein, on va peut-être pas trouver exactement ce qu'on cherche ici. Euh, voilà, remove course from session. Ok. Quand on retire un cours d'une session, il se passe quoi? Eh ben, on va retirer la relation qu'il a avec un truc qui s'appelle tout le groupe. On va retirer CID, le SID, le GID, on retire plein de trucs. Et on va retirer des rôles aussi. Donc il y a des rôles. Maintenant, on ne les utilise pas beaucoup les rôles, mais bon, il faut savoir qu'il existe des rôles par rapport aux cours et aux différentes ressources qu'on exploitera plus à l'avenir, quoi. Mais voilà, donc ça c'est le listener, et donc le listener il va écouter certains événements, mais pour ça je sais plus, il faut déclarer quelque part que ce listener-là écoute pour tel type d'événement, etc. Enfin, ça il faut aller revoir un petit peu ses connaissances de Symfony pour ça. Est-ce que je suis ok, core bundle. Voilà, les filtres, les formes, les frameworks, hook et tout ça, je suis pas encore super à l'aise avec ça. Repository, donc ça c'est les classes qui sont les repositories d'objets. Généralement, elles sont pas très avancées, c'est juste un truc qui étend un truc générique. Donc Service Entity Repository, ici, le Carrier Repository étend Service Entity Repository, et tout ce qu'il fait c'est générer un constructeur spécifique avec la classe Carrier. C'est tout. Parce que le Service Entity Repository a déjà en fait derrière toute la notion de comment retrouver un enregistrement précis dans la base de données, des trucs comme ça, quoi. Voilà, donc ça c'est tous les repositories. Il y a des trucs qui sont un peu plus complexes, hein, mais voilà, en gros c'est généralement comme ça. Twig, je sais pas trop si on l'utilise beaucoup. Non, on n'utilise plus beaucoup Twig maintenant. L'idée c'est d'essayer. Enfin, on a déjà des trucs en Twig, mais qui sont toujours dans public, main, template. Par contre, maintenant, l'idée c'est pour tous les nouveaux trucs, c'est créer des templates dans Vue. Voilà. Et donc, ça c'est SRC. Après, on a test. Test, c'est le répertoire de test automatisé, une série de scripts. Euh, voilà, si vous voulez faire des tests automatisés. Là, pour l'instant, ça valide pas encore, mais on est sur le point. Je pense que cette semaine, enfin la semaine prochaine, on arrivera à remettre en vert les tests qui sont faits au travers de PHP Unit. Il nous manque quelques trucs, mais on a déjà pas mal bossé là-dessus parce qu'on avait des problèmes. Ça générait des erreurs avant même de faire les tests correspondants parce qu'il y avait toute une série de petits problèmes dans la structure des fichiers. Maintenant, il reste plus que des petits soucis au niveau de le comptage des éléments quand on efface des trucs, etc. Mais bon, on est en train de bosser là-dessus. Translations. Alors, translations, dans Chameleon 1, on utilisait main lang avec un sous-répertoire du nom du langage. Et c'était là-dedans qu'on mettait toutes les traductions en format PHP-INI, c'est-à-dire un format où on met dollar, variable, égal, string. Et ça, on a changé, c'est-à-dire que maintenant, on utilise getText. Et getText, en fait, il a besoin qu'on crée des fichiers qui contiennent enfin, qui terminent par PO et qui contiennent dans le nom du fichier les lettres en ISO. Bah, il y a plusieurs ISO pour ça, mais on capte plus ou moins l'essence du bazar ici en regardant. Euh, BG, c'est pour bulgare, un truc comme ça. Et alors, on a par exemple ici, c'est du catalan d'Espagne. D'accord, CA pour catalan d'Espagne. Et on retrouve ici de l'espagnol du Mexique, de l'Euskera, donc le langage du pays basque. Voilà, et puis quoi, on a retrouvé du galicien d'Espagne, du friulien d'Italie. Voilà, sinon c'est japonais, c'est quoi ça, je sais pas. Euh, NL pour néerlandais, etc. Donc on va retrouver, nous, un truc qui s'appelle fr.po. On n'a pas fait la distinction pour l'instant entre FR France et FRBE. Ça pourrait se retrouver à un moment ou à un autre, mais en tout cas pour l'instant, on suppose qu'on utilise le langage français de France. Euh, on va dire qu'il y a peu de chances qu'on se dispute sur des essuies et des serviettes dans le langage de Chamilo, quoi.
Mais voilà, donc pour l'instant, en tout cas, il n'y a que le français. Et alors, pour cette traduction-là, le flux, on doit encore le définir. Ça va être fait dans les prochains jours. Mais si on doit rajouter des variables, normalement, il va falloir le faire dans l'interface nouvelle, un nouveau système de traduction qui s'appelle translation.chamilo.org, qui est là. Bon, ouais, il y a encore des petits trucs que je dois ajuster, mais normalement, il y a juste Chamilo, il n'y a pas de Chamilo LMS. Et donc normalement, dans ce projet-là, on donnera des rôles spécifiques aux gens qui peuvent créer des variables. On les crée là-dedans, et ça va nous permettre d'exporter à ce moment-là les fichiers de langue modifiés avec la nouvelle variable, et on les réimporte dans Chamilo. Oups, pardon. On les réimporte dans Chamilo, on les download et on les met dans le répertoire Translations, et puis on envoie un commit par rapport à cette modification des fichiers de langue, quoi. Voilà, en disant language de point added language term ou un truc comme ça. Alors, en parlant de commit, ça me fait penser au fait que je suis assez strict avec la syntaxe des commits. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Et alors, le répertoire var, on en a parlé avant, c'est là qu'on retrouve donc upload, tous les trucs qui sont uploadés, sous forme de sous-répertoire avec trois niveaux de sous-répertoire qui dépendent des premières lettres du nom du fichier. D'accord. Ensuite, on a tous les petits fichiers qui commencent par point, c'est les fichiers de configuration d'un truc ou l'autre, c'est pas tellement important. Code de conduite, contribution, licence, README. README c'est celui qui s'affiche tout en bas. Security, je sais plus ce qu'on a là-dedans. Code coverage, ça c'est le truc pour la configuration des tests automatisés. Composer, donc Composer c'est pour toutes les librairies PHP qu'on utilise. On a envoyé un composer.lock pour essayer de fixer quelques trucs parce que ça posait des problèmes par rapport aux tests automatisés. Mais normalement, le composer.lock ne fait pas partie du repository Git. Bon, pour l'instant, on l'a envoyé parce que ça nous débloquait pour pas mal de choses. On le retirera peut-être avant la stable, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de savoir que le JSON, ça donne une liste de tous les paquets qu'on utilise au sein de Chamilo, toutes les librairies PHP qu'on utilise au sein de Chamilo, ici. Et le Composer Lock, c'est juste que quand on lance Composer Update, il va aller établir selon les règles qui sont pas strictes. Ici, on dit bah, c'est la version 1.7, mais ça peut être 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3. Il va aller regarder quelles sont les dernières moutures de la version 1.7 de Vcard et il va télécharger la dernière. Et c'est ça qu'il va écrire après dans composer.log. Il va dire ah ben moi j'ai chargé la version 1.7.6. Alors c'est, je sais plus ce que c'est. Index, c'est juste un bête index qui fait rien. Voilà, normalement, en fait, quand on configure son Chamilo, on doit pointer sur les répertoires publics. C'est le répertoire public qui est pris en compte pour répondre à tout. C'est là-dedans qu'on a le contrôleur Symfony aussi qui va choper les appels, etc. Et donc si on charge l'index.php qui est la racine ici, c'est qu'on n'a pas bien configuré son serveur web. Voilà. Voilà, le reste, tout ça c'est des trucs. Rector, j'ai aucune idée de ce que c'est. Ah bah, je ne sais pas. Ok, c'est pas grave, c'est probablement utile. Et alors on a tailwind.config.js. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé ici, donc theme colors, ça permet de changer de façon relativement simple les couleurs principales du Chamilo. Et on est en train de bosser pour l'instant à une façon de. Je sais pas, ouais, il a fait un timeout sur le chargement de mon Chamilo 2. On est en train de bosser sur le fait d'avoir une interface, sur le concept d'une interface qui permet de changer les couleurs de l'interface directement depuis l'interface. Voilà, pour l'instant ça marche, mais juste en mémoire du navigateur, et donc dès qu'on rafraîchit la page ou un truc comme ça repasse dans les couleurs antérieures. Mais en tout cas, Tailwind est vraiment chouette, mais ici c'est que la pointe de l'iceberg, hein, donc Tailwind en fait charge un tas de trucs euh, qui sont utilisés par la suite ici, enfin qui sont exploités, je veux dire, dans cette petite configuration ici, mais en fait c'est très 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 large comme truc. Voilà, tsconfig, je sais plus ce que c'est, ça doit être un truc de validation, ouais, c'est un truc de validation de la qualité du code.
Webpack config, je pense pas qu'on ait besoin non plus. Voilà, bref. Donc ça c'est pour la structure de base de Chamilo. On a parlé d'un peu tous enfin, les assets qui enfin, le répertoire assets qui en fait contient les trucs view, etc. Le fait qu'on pointe sur le répertoire public, donc en fait quand on voit ce qu'on voit en tant que navigateur, enfin en tant qu'utilisateur web, c'est ce qu'il y a dans le public. Et dans le public, on va retrouver des trucs, mais c'est pas forcément ce qu'on va voir. C'est-à-dire que euh, Symfony va capter la requête et va essayer de processer ça au travers d'un contrôleur de Symfony, même si on ne voit pas le contrôleur ici, sauf si ça démarre par main après. Et alors du coup il sait, ah non, dans main, alors c'est du code legacy et donc on touche pas. Et on laisse ce code legacy se gérer soi-même, quoi. Tandis que le reste, c'est des trucs qui, normalement, en fait, ces répertoires-là, public documentation, par exemple, c'est là que j'ai mis le changelog et les trucs, le guide d'installation, etc. J'ai laissé dans public documentation. Si nous on charge notre portail Chamilo, on peut mettre le portail Chamilo, enfin l'URL, slash documentation, et on va arriver ici, on doit pas mettre slash public, quoi. Et alors, legacy, donc c'est tous les fichiers qu'il y avait dans Jamila 1.11. Et par contre, j'ai recréé une structure ici du changelog, etc. Mais ce que je voulais montrer, c'était justement au niveau du changelog legacy. C'est un fichier qui est très grand, hein, puisqu'on remet le changelog depuis Claroline 1.2 ou un truc comme ça. Voilà, on va aller le retrouver ici tout en bas. C'est pas un très bon exemple parce que je le montre en code HTML. Je vais vite aller me connecter sur mon Jamila 1.11. Documentation, changelog, voilà. Je trouve que c'est un fichier qui fait 2 mégas maintenant. Donc il reprend toutes les versions. Et puis, on voit ici, il reprend depuis Chamilo, Clarline 1.2.0. Mais bon, donc ici, le truc, c'est que tout à la fin, j'ai mis un truc qui s'appelle syntaxe et terminologie, avec les versions, etc., les sections du guide et tout. Mais j'ai aussi mis un truc qui s'appelle syntaxe par rapport au commit qu'on envoie. Alors c'est pas super clair parce que je vois qu'il manque quelque chose, il manque un exemple plus concret. Mais en fait, chaque fois que je veux mettre un commit, il faut absolument que j'utilise comme préfixe ceci, deux points, enfin un de ces éléments-ci, deux points, espace, le message de mon commit, espace, et alors, enfin, le message de mon commit, pardon. Et puis si ce message de commit est lié à une tâche existante, il faut que je mette espace, espace, refs, R-E-F-S, espace, petit carré, donc hash, et le numéro de la tâche sur GitHub. D'accord. Donc ce que ça va donner, parce que c'est déjà le cas pour la plupart de nos trucs de code et on peut le voir, et c'est important, je dis c'est important de le faire parce que moi je peux le modifier au moment d'intégrer un pull request en fait. Je peux remodifier le message de commit, mais évidemment ça prend du temps pour moi, donc si c'est bien fait au départ, c'est quand même beaucoup mieux. Ça m'aide à travailler plus efficacement. Et donc si on regarde les messages de commit ici, on va retrouver pour chacun des commits. Alors ici, il n'y a pas de référence, parce que ce n'est pas particulièrement par rapport à une tâche en particulier. Et il y en a beaucoup comme ça dans la 2.0. C'est des trucs, pour l'instant, comme on est encore en critical, donc le truc pré-alpha, c'est vraiment du développement, donc ça ne se lie pas toujours à des trucs, à des tâches qui ont été établies. Voilà, ici, par exemple, on a document, deux points, le message, espace, le message. Après le message, si ça se lie à une tâche, on met espace, tiret, espace, refs, hash et le numéro de la tâche. Pourquoi c'est important ça? Parce qu'en fait, si on va regarder la tâche elle-même, quand on met cette référence, automatiquement la tâche va porter va se rafraîchir et je vais avoir l'information de la tâche correspondante. D'accord? Donc ça c'est super important parce que ça le fait à ce niveau-ci. Mais c'est aussi important parce qu'au moment de faire le changelog, on va refaire ici, moi j'utilise un script en fait pour le changelog qui fait ça. Donc il va indiquer mon script automatiquement, mais la date du changement, le numéro du commit et fait un lien directement vers GitHub. D'accord. Donc si je suis ce lien, je vais retrouver le commit correspondant. Et donc c'est super pratique au niveau du suivi long terme du projet de savoir à quoi est lié tel commit.
D'accord? On a fait cette modification. Alors parfois on voit un truc BT. Ça c'est parce que nous en interne on utilise un système de suivi de tâches qui s'appelle track.business.com. Donc on utilise business track comme préfixe pour mettre un autre numéro. D'accord? Ça c'est un numéro de tâche de nous en interne. Donc on est un peu plus haut que les issues de GitHub. Et donc ce truc-là, en fait, pointe sur notre système, mais le public n'y a pas accès, quoi. Ça pointe juste, bon, ici on y a accès parce que moi je suis connecté avec mon navigateur, d'accord? Mais voilà, normalement on n'y a pas accès. Enfin, les gens arrivent sur une page, simplement disent pas permission de regarder la tâche, mais pour nous c'est utile parce que ça nous donne un élément de suivi de ce que nous on avait en interne comme tâche. Et au moment où on se demande par exemple, tiens, c'est vrai ça, on a fait une modification à tel moment dans ce truc-là, il y a 3 ans. Pourquoi est-ce qu'on a fait cette modification? On ne se souvient pas très bien. Eh ben, on va retrouver ça sur notre système, quoi. Alors ici, quand ça dit GH, GH c'est aussi GitHub, par opposition à BT. Mais en fait, si on met juste le H, on n'est pas obligé de mettre le préfixe GH. En fait, on met juste H et la tâche, et lui capte automatiquement qu'il doit aller sur GitHub. D'accord? Et donc c'est super important pour éviter du travail inutile, de bien formuler ces messages de commit. Toujours essayer d'utiliser un préfixe qui est listé ici tout à la fin du changelog. Donc dans le changelog de la version 2, ça y est pas encore, mais vous pouvez retourner dans le changelog de la version 1, Tools Terminology, et là on retrouve tous les outils ou méta-outils. Enfin, il y a des trucs genre optimisation, bah ça n'a pas à voir avec un outil en particulier, ou security non plus, ou session, c'est pas vraiment un outil la session, c'est une notion générale. Et alors on a des trucs genre système, ça c'est des trucs qu'on a en interne où on fait des modifications de structure de répertoire, où on change un truc qui était important mais qui n'est pas visible pour l'utilisateur final, etc., etc. Voilà, et qui s'applique à tout le système. Voilà, je regarde vite s'il y a d'autres trucs qui sont particulièrement difficiles à comprendre. Privacy, c'est tous les trucs pour les données personnelles, etc. Hook, c'est le système de hook dans Chameleon. Install, c'est toute la partie d'installateur. Et internal, voilà. Internal, c'est quand on a fait des trucs, par exemple, on modifie juste la documentation interne du code ou un truc comme ça. Alors si on fait la documentation interne du code, soit on peut le mettre comme documentation, 2 points, et puis mettre une petite explication. Mais documentation, ça va aussi pour le changelog, pour des fichiers qu'on aurait de documentation par-ci par-là. Par contre, internal, ça peut être aussi je sais pas, une mise à jour d'une librairie JavaScript, par exemple. Bah, tout le monde s'en fout, on a juste mis à jour la librairie parce que comme ça, elle est à jour au niveau des failles de sécurité, etc. Mais tout le monde s'en fiche, donc on n'a pas besoin de mettre un truc spécifique par rapport à ce que ça impacte au niveau de la plateforme. On met internal, 2 points, et on rajoute le truc. Voilà. Si on met de la documentation, c'est vrai que ce serait mieux de faire ça avec la documentation PHP doc ou quoi. C'est mieux de mettre ça dans la documentation. Et tout ce qui affecte l'affichage en général, mais qui est relativement global, donc CSS, etc., ça va dans display. Display 2 points, et puis on met le truc. Voilà. Et test unitaire, c'est CI. Ah tiens, je me souvenais pas de celui-là. Ok. CI. CI 2 points espace. Alors on peut combiner plusieurs, hein. On peut dire CI 2 points, je sais pas, display 2 points, espace, et puis le message. C'est pas grave, ce qui compte c'est d'avoir une catégorisation de base pour pouvoir simplifier la compréhension de ce qui a été modifié. Euh, et ça me faisait penser à autre chose. Ouais, il y a un truc qu'on utilise. Ça y est, j'ai oublié de nouveau. Ouais, bah ça me revient pas. Il y a encore d'autres trucs qu'on utilise. Ah oui, il y a un préfixe qui est minor, en anglais, donc M-I-N-O-R, 2 points, espace. Et alors on met n'importe quoi comme préfixe d'ici. Les minors, c'est des changements qui vont pas apparaître dans le changelog parce qu'ils sont considérés comme n'ayant aucun impact au niveau de la logique du code. Donc ça pourrait être notamment la documentation. Mais il faut faire attention parce que maintenant, la documentation, parfois, elle est chopée par Doctrine ou des trucs comme ça pour faire des changements. Euh,
Mais donc normalement, la documentation PHP doc, donc slash étoile étoile, et puis il y a une section d'explication, ce truc-là, c'est relativement mineur parce que ça change rien dans la façon dont Chamilo fonctionne. Et donc si on a un truc qui est mineur, je sais pas, on a corrigé un commentaire, par exemple, parce que en anglais c'était pas un bon anglais ou un truc comme ça, et il y avait une typo dans le faute d'orthographe dans un terme en anglais, un truc du style, bah ça c'est minor quoi. Mais alors on essaye de s'efforcer pour ce genre de choses-là à faire un commit séparé des trucs qui sont mineurs par rapport aux trucs qui ont un impact au niveau du code. Donc ça c'est important aussi au niveau du développement, du processus de développement, qu'on est occupé à développer un truc, eh ben, on essaye de s'efforcer à ce que si on met de l'ordre dans le code, genre on corrige des indentations, on corrige, je sais pas moi, un bloc de documentation qui avait des erreurs en anglais, on corrige, on remet en ordre une fonction parce qu'on trouve que c'est plus lisible si chacun des paramètres est sur une nouvelle ligne, etc. Ça c'est minor parce que ça change rien à la façon dont ça fonctionne. Et on essaye d'envoyer un premier commit avec juste ces trucs mineurs, et puis le commit qui réellement modifie le code pour ce pourquoi on est rentré dans ce fichier initialement. Donc nous, quand on rentre dans le fichier, on dit ah, on va modifier, on va rajouter une option pour faire tel truc. Ok, donc ça c'est le fait de rajouter une option pour faire tel truc, c'est effectivement notre commit final. Mais en attendant, quand on était occupé à réviser ce code, on s'est rendu compte qu'il y avait une faute d'orthographe par-ci, une faute d'orthographe par-là, etc. On essaye, dans ces cas-là, c'est pas toujours facile à faire, mais on essaye de faire en sorte que les changements qui sont propres à une correction du style de code ou un truc qui n'affecte rien soient envoyés comme un commit séparé qui dit minor. Voilà, c'est tout. Après, bah, si c'est pas possible, c'est pas possible. Mais en gros, si on le fait bien comme ça permet par la suite de ignorer en fait tous les changements qui sont préfixés comme minor et d'avoir beaucoup plus vite accès aux modifications qui ont changé le code. C'est-à-dire que si moi je reviens sur ici, où est-ce que j'étais là, code. Ah voilà, c'est bien par exemple. Là, pardon. Voilà. Ici, j'étais sur un commit en particulier. Je vois le commit. Et qu'est-ce qu'il fait le commit? Ben, il modifie, il rajoute une section en fait, qui rajoute un header, machin. Si j'avais modifié en même temps ici un commentaire qui disait, je sais pas moi, add type et le add type il disait add types au pluriel et il fallait pas que ce soit au pluriel. Si je l'avais modifié parce que comme ça le code il est plus correct, bah, cette modification là, il faudrait que j'évite de la mettre dans le commit qui modifie réellement le code. Comme ça, au moment de réanalyser ce commit en particulier, je peux aller droit au but et je peux savoir ce qui a été modifié et si ce commit a changé quelque chose et est coupable d'avoir fait se casser le code de Chameleon. D'accord? Voilà. J'espère que cette première introduction un peu rapide mais est super périphérique a un petit peu aidé. Je ne sais pas pourquoi mon Chameleon 2 ne charge toujours pas. Donc on a en ligne, on a un portail qui s'appelle 2.chameleon.org qu'on update de temps en temps. C'est pas, normalement il y a un truc de mise à jour automatique mais il ne fonctionne pas toujours. Voilà. Et donc si on veut tester des trucs rapidement et que notre machine est trop lente ou quoi pour voilà, il faut le mettre à jour. Il ne met pas à jour la base de données en fait. Donc ça c'est un exemple typique où on a le code qui pointe vers une colonne T0 title qui n'existe plus. Donc il faut qu'on envoie sur le serveur la migration, enfin on fasse le PHP, bin, console, doctrine, schéma, update, moins force, moins complete, et ça va mettre à jour notre base de données par rapport au code. Donc on a mis à jour le code ici, mais la base de données n'est pas à jour, du coup il va avoir des problèmes. D'accord. Voilà, donc on a ça, on a d'autres trucs qui sont plus en interne à nous comme équipe business, mais je vous recommande d'avoir peut-être la même structure de votre côté. Testing21.chamilo.org, je crois que c'est, ou c'est .business.com, je sais plus. On a chacun notre portail pour pouvoir tester en HTTPS, etc. Des trucs. Voilà, mais donc en résumé,
Enfin, voilà, ici il y a aussi des problèmes de base de données différents, mais en tout cas il faut mettre à jour aussi. Donc en résumé, nous ce qui nous aiderait vraiment, c'est que dans la mesure du possible, vous commencez à regarder Features ici. Et dans Features, bah, peut-être commencer à regarder les trucs qui sont pour Grenoble, mais en général, vérifier ce qui peut être fait pour vous. Et, enfin, voilà. Ce qui compte, en fait, c'est de préférence pas prendre des tâches qui sont déjà assignées à quelqu'un. Donc, s'il y a personne qui est assigné, ça c'est parfait. De préférence, regarder en priorité les trucs qui ont besoin de changement de base de données ou qui indiquent install upgrade. Comme ça, on est sûr qu'ils sont dans l'alpha. Mais voilà, ça, tout aide est super bienvenu parce qu'on est clairement en surcharge de travail pour l'instant. Et voilà. Si jamais il y a des questions particulières, bah, n'hésitez pas et vous me dites, on peut revoir une tâche en particulier ensemble et comme ça je peux vous guider sur la façon de l'implémenter, la meilleure façon de l'implémenter. Parfois les tâches sont pas très détaillées. Euh, Par exemple, je sais pas si celle-ci a beaucoup de détails. Ouais, il y a juste une petite introduction, mais donc voilà, il y a des trucs comme ça où il peut y avoir besoin d'une explication plus en détail. Il n'y a pas de souci, je la donnerai. C'est juste que jusqu'à présent, on n'a pas vraiment eu le temps de mettre plus de détails dans cette tâche-là. Voilà, voilà. Merci. Salut.